Bienvenue dans Figure de Sport. Je suis Bruno Hubi, coureur d'ultra-distance, 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, vainqueur des 100 km de Millau, entraîneur, passionné de sport. Dans ce podcast, je chausse mes baskets d'intervieweur pour vous faire découvrir un invité au parcours inspirant. Celles et ceux pour qui le sport a tenu une place centrale ou déterminante dans leur parcours de vie. Ici, on parle d'exploits, de dépassement de soi, de défis personnels. Dans chaque épisode de Figure de Sport, je vous emmène à la rencontre de personnalités qui ont repoussé leurs limites et les frontières du possible en se servant du sport comme source d'épanouissement et de levier de la réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, j'accueille Dounia. Je tenais absolument à ce qu'elle soit ma première invitée parce que la première personne que j'ai entendu prononcer ce mot de podcast, c'est elle. Alors, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Elle m'a expliqué. Et donc, si aujourd'hui je lance Figure de Sport, c'est parce que c'est elle qui a planté une petite graine qui a fini par germer. J'ai coutume de dire que toutes mes bonnes idées ne viennent pas de moi. Alors, c'est pas de la fausse modestie, c'est la réalité. Mes livres, mon club d'athlétisme, plein d'autres choses dans ma vie que j'ai construites sont des idées qui viennent pas de moi, mais de personnes bienveillantes qui ont su souffler ces bonnes idées à mes oreilles. Alors, pour ça, déjà, merci, Dounia. Donc, vous comprenez que Dounia, c'est une personne bienveillante, tournée vers les autres, à l'écoute. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode, mais j'en ai déjà trop dit. Salut, Dounia. Salut, Bruno. Comment tu vas, alors, avec ce premier épisode? Je suis un peu stressé, je dois l'avouer. Je suis un peu tendu. C'est comme toutes les premières, ça donne des papillons dans le ventre, mais je suis ravi d'être là parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Donc, et je suis surtout content que ce soit toi la première. Voilà. Eh ben, écoute, moi, je suis contente de partager avec toi ça aussi, parce que c'est vrai qu'on en a parlé pendant longtemps. Donc, je suis trop heureuse d'être là. Et voilà, j'ai hâte de faire ce petit podcast avec toi aujourd'hui. Super. Donc, la tradition, ça sera que l'invité commence par se présenter, parce que je trouve que c'est toujours intéressant qu'on sache ce que l'invité garde de mieux en lui, ce qu'il avait envie de présenter aux autres. Donc voilà, à toi la parole. D'ailleurs, c'est toi qui vas beaucoup parler sur ce podcast. Je vais essayer de m'effacer le plus possible. Donc voilà, Dounia, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, eh bien, Dounia, comme tu l'as si bien dit, et aussi Romane, pour les personnes qui sont rentrées dans ma vie depuis moins de 2 ans maintenant. J'ai changé de prénom il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, j'oscille un petit peu entre les deux. Donc mon ancienne vie, Dounia, et la nouvelle Romane. Qui je suis? Bah écoute, je suis plutôt une nana ultra ordinaire qui essaie de faire des choses extraordinaires, en tout cas de se créer des tranches de vie extraordinaires. Je suis celle qu'on aime bien avoir à table ou dans son groupe d'amis parce que je suis plutôt généreuse, j'aime fédérer. J'aime aussi énormément partager et rigoler. Je suis la bonne copine. Si je devais me résumer aujourd'hui en quelques mots, ce serait partage, générosité et puis optimisme. Et d'un point de vue plus sportif, parce que c'est le but de l'émission aussi, j'ai l'habitude de dire que je suis une sportive atypique dans mon profil physique. Et pourtant, je sais que dans le fond, je ressemble à beaucoup de sportifs débutants, amateurs, dans les phases de up and down, de démarrage, d'arrêt, de repartir sur des projets. Et voilà. Comme on a un podcast où on échange, mais on n'a pas forcément la vision des invités, tu peux nous préciser un peu ce qui te caractérise ? Écoute, au niveau sportif. Oui, au niveau t'as évoqué des choses en disant voilà, j'ai quelques caractéristiques qui font que peut-être mon lien avec le sport n'est pas évident. Donc est-ce que tu peux nous préciser ? Oui, c'est vrai, il est pas évident parce qu'aujourd'hui, je suis une femme grosse bien dans ses pompes, mais une femme grosse quand même. Et du coup, pour la pratique sportive, c'est assez. J'ai quelques limites, donc c'est ce qui fait mon profil atypique. Et ces limites, j'essaye de les dépasser pour essayer d'aller vers des rêves que j'ai envie d'accomplir, notamment de l'ultra-distance, dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaye d'encourager les gens qui sont autour de moi, et ceux qui me connaissent pas aussi, que je peux croiser au travail, en client, ou des gens qui ont des projets un peu fous. J'essaye vraiment de les encourager et de leur apporter de la motivation, un petit peu de discipline et de partager des moments forts avec eux. Dis-moi, ta rencontre avec le sport,
Quoi, quand, comment, ça a commencé comment ton histoire et ta relation avec le sport? Alors ma rencontre avec le sport, elle est aussi particulière parce que j'ai pas eu des parents qui étaient orientés sport. J'ai eu une enfance où on a été livré avec mes frangins plutôt à nous-mêmes. Donc tout ce qui est équilibre de vie, on n'a pas trop connu ça. Donc je parle de pratiques sportives ou culturelles, ou je dirais même suivi alimentaire. Donc c'est vrai que le sport pour moi, ça a été plutôt quelque chose de libérateur. J'entends par là que mon frangin a vite quitté la maison. Donc j'avais 16 ans et j'ai tous les regards qui étaient rivés sur moi puisque je devenais la plus grande de la fratrie encore à la maison, et j'avais un papa assez dur avec moi qui m'empêchait de sortir, sauf pour aller faire du sport. Et quand j'ai compris ça, eh ben je me suis inscrite au sport, et pas qu'à un seul sport. Je me suis inscrite à 3 sports. En tout cas, c'est ce que j'ai fait croire. Je me suis inscrite à l'athlétisme, donc je faisais du 100 mètres, et je me suis inscrite au basket, et je me suis inscrite au théâtre aussi. Et le théâtre étant mal vu dans ma famille, j'ai dit que je pratiquais aussi le ping-pong. Et donc pendant des années, j'ai feinté de faire du ping-pong, mais surtout voilà, je faisais de l'athlétisme et je rejoignais donc des amis. Et ce qui est bizarre, enfin, ce qui a construit ma personnalité aujourd'hui, c'est que j'ai allé au sport pas pour faire du sport, mais j'ai été une joueuse de vestiaire. Donc j'allais au sport pour rencontrer, partager, mettre de l'ambiance, faire crier les gradins, faire des conneries sous les douches, raconter des bêtises. Et voilà, j'étais la capitaine un petit peu qui ambiance les équipes. Et j'avais une pratique sportive obligatoire parce que j'étais inscrite, mais c'est pas ce que je recherchais au départ. Donc voilà, j'avais une petite hygiène de vie sportive, mais j'étais surtout là pour rassembler et vivre des expériences avec les autres à travers le sport. D'accord. Alors, est-ce que j'ai juste si je dis le sport comme une porte de sortie, ou plutôt une porte qui s'ouvre, le sport comme un échappatoire? Ouais, une porte qui s'ouvre, c'est bien trouvé parce que ça m'a ouvert plein de portes du coup derrière, sur tous les niveaux. Donc ouais, plutôt comme échappatoire aussi. Et puis surtout un bel échappatoire puisque malgré tout, ben on fait du sport quand même. Donc ça m'a donné une petite hygiène de vie jusqu'à 22-23 ans où je rentre dans la vie active, dans un métier qui est difficile puisque moi je suis de la restauration. J'ai passé un BTS en restauration et en sommellerie, et voilà, et je découvre à 22-23 ans une nouvelle passion qui est le vin, et je lâche complètement le sport à 22 ans. Parce que tu penses donc que être sommelier, vin et sport, c'est pas compatible. Alors en fait, c'est pas la sommellerie qui est pas compatible, c'est les horaires de la restauration où Ouais. tu Ok. commences à 9 heures et tu finis à 1 heure, Ok. souvent 5 ou 6 sur 7. Et là, effectivement, tu choisis entre dormir ou faire du sport. Et là, la vie va trop vite et du coup, ben, je me retrouve embarquée jusqu'à mes 32-33 ans dans une vie que j'apprécie et qui me forge dans la restauration. Et vraiment, le sport, c'est le cadet de mes soucis, quoi. Donc un petit conseil en sommellerie. Moi, tu sais que je suis un passionné de vin. Je Moi, c'est sais. pas mon métier, mais c'est ma passion. Donc allez, un petit conseil, là. Je te prends au dépourvu, au débeauté. Un petit conseil, je dirais, tente la bière avec le fromage plutôt que le vin blanc. Ouais, c'est vrai, c'est assez convenu quand même, hein. C'est assez convenu. D'accord, ok. Super. Eh ben, écoute, on va tenter ça. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes Ouais. notre rencontre, parce que je suis relativement régulièrement sollicité pour des programmes, pour des plans d'entraînement. Et la façon dont tu m'as contacté, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Ça reste marqué en moi. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai tout de suite répondu à ta demande. C'était quand même très particulier. J'aimerais bien que tu nous racontes. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a un contexte à remettre du coup. On a le Alors temps. donc j'ai 32, enfin j'ai 33-34 ans. Je vis une période difficile professionnellement où je remets tout en cause, et parce que je suis fatiguée. Voilà, je suis sur les pompes, et mon corps aussi, puisque je vis à 100 à l'heure. Je travaille énormément, j'ai très peu de repos. Je partage beaucoup de vin, je partage beaucoup de repas. Donc j'ai pas d'activité sportive, et cumulé à un burn-out, je me retrouve avec un corps qui fait 135 kilos. Et il se trouve où je commence une rééducation personnelle, thérapeutique, et je recommence à trouver un peu de joie de vivre. Sauf que mon corps est toujours là, et qu'un jour, ben, je me regarde. Est-ce qu'on peut dire, pour faire un clin d'œil à Sébastien, du podcast À côté de mes pompes, est-ce qu'on peut dire que à cette période-là, t'étais à côté de tes pompes? Ouais, C'est on toi peut qui as dire. parlé de pompes, hein?
Ouais, mais plus que ça, je dirais que mes pompes, je les voyais même plus, quoi. D'accord. Elles étaient vraiment très, très loin, ces pompes-là. Mais c'est exactement ça. Je suis à côté des pompes. Et puis voilà. Donc travail thérapeutique et je retrouve ces pompes. Donc je re-rentre dans mes pompes et je me retrouve face à moi-même et au physique que j'ai quand je me regarde dans la glace. Et le déclic que j'ai, c'est qu'il est en décalage complet avec cette personnalité qui revient et cette flamme qui revient et ces envies de reconquérir le monde qui revient. Sauf qu'avec un corps de 135 kilos, on est limité. On est limité dans plein de choses et j'ai pas envie d'être limité. Et là, la flamme revient et je me dis je vais me remettre au sport. C'est une bonne idée de se remettre au sport. Et donc je commence à prendre un peu des conseils autour de moi, notamment avec des médecins qui me disent mais c'est très bien, Nounia, de se remettre au sport. Je vous conseille d'aller nager ou de faire du yoga ou de la zumba. Sauf que moi j'ai pas envie de ça quoi. Moi j'ai pas du tout envie d'aller me trimosser. J'ai pas envie d'aller faire le soleil. J'ai vraiment envie de faire un sport qui voilà. En fait j'ai vraiment envie de taper dedans. Et ça, personne ne le comprend. Mais malgré ça, j'écoute personne et je m'inscris dans un club de triathlon. Et c'est comme ça que mes petits bourrelets et moi, on se retrouve à courir, à nager et à pédaler. Excuse-moi, je te coupe, Dunia. C'est assez élitiste, les clubs de triathlon, hein. J'espère que les triathlètes ne m'en voudront pas. Avec ton profil, 135 kilos, on t'accepte, il n'y a pas de souci. Le club de triathlon, tu tombes pas sur un entraîneur qui va dire non mais madame, revenez nous voir plus tard. Donc on t'accueille dans le club et on t'encourage ou on t'invite à faire des compétitions, à te lancer. Alors la vérité de la vérité, c'est que non. J'ai fait 2 clubs et qu'on m'a refusé parce qu'il fallait avoir un niveau minimum. Et que finalement, j'envoie un mail à un club de triathlon qui est celui de Levallois. Et ce sera mon salut ultime dans cette reprise de sport, où j'explique ma situation. Et là, surprise, la porte s'ouvre. Et la porte s'ouvre pas timidement, quoi. C'est-à-dire que je suis accueillie, je suis attendue. On a déjà parlé de moi, donc mon arrivée, elle se fait vraiment dans la bienveillance. J'ai des séances de course à pied qui sont plus qu'adaptées, puisque tous mes collègues courent en fractionné et que moi je marche. J'alterne marche et marche rapide, c'est-à-dire que je cours pas encore, j'ai pas le niveau pour courir. Donc et tout ça en fait, au sein de ce groupe, tout se passe bien et je suis accueillie, je suis guidée. Et c'est comme ça que pendant ma première année, on m'amène au bout de 9 mois sur mon premier triathlon, qui est le triathlon de Deauville. Donc effectivement, j'ai perdu du poids, mais je suis toujours en énorme surpoids, en tout cas pour cette pratique sportive. Et je passe malgré tout cette ligne d'arrivée, donc triathlon de Deauville. J'arrive avant-dernière, mais j'y arrive quand même. Je passe cette ligne et je la passe hors délai. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, il y en a beaucoup qui le savent, mais il y en a très peu qui le savent aussi. Qui le savent pas, c'est que hors délai, c'est quand tu finis la course, mais que t'es pas dans les temps impartis, cloisonnés par l'organisateur de course. C'est-à-dire que l'organisateur décide que le triathlon de Deauville doit se faire en 4h30. Et moi, je dois mettre 4h46. Et ça ne me lâchera jamais pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je ferai toutes les courses qui me feront plaisir et elles seront de plus en plus longues puisque je commence par un petit triathlon, puis un Alpha Ironman, puis des marathons secs. C'est-à-dire que je m'engage, je m'applique, je m'entraîne, je dors, je bois, je mange, je vis compétition. Je prends même des BCA, je prends des protéines, je bois de la maltodextrine. Je fais tout comme il faut. Je fais même mieux que comme il faut, mais à chaque fois, je termine hors délai. Il y a une course qui va me donner mal au ventre. C'est mon premier marathon, c'est le marathon de Valence, où là, je suis vraiment l'entraînement. J'y vais 4 fois par semaine. Le 5e entraînement, c'est du renfort musculaire, donc vraiment, je suis assidue. Je peux même dire que je suis exemplaire. J'arrive à Valence, je fais mon apport glucidique sur la semaine. Vraiment, je pense que je suis une élève modèle à ce moment-là. Je fais ce marathon, je donne tout. Et il se trouve que, à nouveau, je suis accompagnée comment on appelle celui qui ferme les courses, là? La voiture balai. La voiture balai et sa musique incessante qui me tape sur la tête. Pendant 6h27, j'entends cette voiture balai qui me met la pression et qui me dit d'arrêter puisque je suis hors délai. À partir de 3 heures de course, et je vais lutter pendant 3h30
avec cette voiture balai qui finalement, je pense qu'ils ont pitié de moi, ils sont vraiment collés, quoi. Je les ai au cul, qui me demandent d'arrêter parce que de toute façon, je serais pas classée, j'apparaîtrais pas dans le classement à la fin, j'aurais certainement une médaille, et encore, je sais même plus si j'ai eu cette médaille. Tout ce dont je me souviens pendant cette course, c'est que l'organisation démontait le parcours. C'est-à-dire que moi, j'avais un GPS, j'avais une copine qui m'accompagnait, qui courait avec moi, qui me filait de l'eau, parce qu'il n'y avait plus de ravito, il n'y avait plus rien. La course était en train d'être démontée. On était au GPS, on parlait pas un brin d'espagnol. Moi, le seul mot d'espagnol que je connais, c'est Margarita por favor. Donc, c'est pas trop pédant dans un marathon. Et on déambule dans les rues, là, et on sait pas où on va. Et on suit un GPS, et on passe la ligne en 6h27. Je passe cette ligne, il y a plus de musique, il y a plus de speakers, il y a plus de gens qui encouragent, les coureurs sont partis, les stands sont en train d'être démontés, mais je passe cette ligne. Et là, c'est encore aujourd'hui, j'ai mal au ventre, quoi. Ce sentiment de passer, d'avoir tout bien fait et d'être seul, c'est un sentiment de colère immense, de détresse, d'injustice aussi, parce que t'as tout bien fait et tu passes quand même hors délai. Et là, pour moi, c'est un drame intérieur, quoi. C'est un drame intérieur et c'est, encore une fois, je me répète, plus jamais ça va m'arriver, c'est pas possible. J'ai trop honte, j'ai pas le droit de revivre cette honte. Comment on fait pour ne pas être découragé dans de tels moments? Comment on fait pour pas lâcher l'affaire et se dire bon allez c'est bon, le sport c'est pas pour moi, je retourne à mes activités, celles pour lesquelles je suis plus à l'aise et j'excelle. Comment on fait pour pas lâcher l'affaire? Je dirais que quand on y croit fort, je pense qu'il faut être un peu fou quand même. Donc moi j'ai ce côté-là. Mon pseudo c'est la déglingo, c'est-à-dire que quand j'ai un truc en tête, je le lâche pas. C'est comme un morceau de moelle, quoi. C'est en moi, c'est mon ADN. Je ne lâche pas. Et du coup, j'étais convaincue que, ok, j'étais pas dans les délais, mais j'étais quand même convaincue qu'un jour je le serais. Et ça, c'était plus fort que tout. C'est comme quand on rencontre l'amour, on sait, on peut pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est la bonne personne, on le sait. Et ben moi, j'étais convaincue que j'allais pouvoir faire des grandes choses à mon niveau. Et ces grandes choses, pour moi, c'était juste être dans les délais. Et ce jour-là, j'ai pas lâché parce que j'avais une copine qui était là. J'ai une autre copine qui avait pris le micro du DJ, qui était en train de plier bagages, qui avait mis son téléphone, qui avait mis de la musique sur le micro, enfin, qui essayait d'ambiancer le peu de gens qu'elle était. Donc, pour elle, je pouvais pas lâcher. Et voilà. Et donc, je passe cette ligne. C'est le drame. Intérieurement, je m'effondre. Mes copines sont là, je le montre pas. Mais c'est un grand moment de solitude. Et là, c'est comment je vais faire pour passer cette ligne dans les temps. Et là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. On est samedi, j'ai fait ma course. On reprend l'avion dimanche. Dimanche, je suis chez des copines, on fête ma médaille. Donc en demi-teinte, tu vois, parce que c'est mon premier marathon. Mais je suis pas dans la liste des arrivées, en fait. Il y a pas mon nom. Il y a pas mon nom. Je crois même que mon nom, il est dans les DNF, dites not finish. C'est-à-dire que Valence me dit que je n'ai pas fini le marathon. Mais moi, je sais que je l'ai fini. J'ai les pieds en sang, j'ai les cuisses qui brûlent. Je sais que je l'ai fini. Je voulais mon nom, quoi. Et donc, vraiment, voilà, ça crée une frustration énorme. Dimanche, apéro. Et là, on boit de la bière. Donc, tout le monde connaît les bénéfices de la bière, hein. Ça fait aller aux toilettes. Moi, je vais faire mon petit pipi de la bière. Et puis voilà. Puis mes yeux tombent sur un bouquin. Et ce bouquin, c'est toi. J'étais au chiottes. C'est dans les toilettes de ma pote. Notre première rencontre, elle se fait dans les toilettes. C'est dans les toilettes des filles, Bruno, mais tu te rends compte? En plus, on m'a déjà dit que j'étais sur les tables de chevet de certaines filles, donc j'en suis très fier. Mais alors dans les toilettes, je savais pas. Enfin, Voilà. si je l'ai su quand tu me l'as dit. Et du coup, mais pire que tout, c'est que déjà, je vois le titre, c'est courir un 100 km. Donc voilà, deuxième réflexe, c'est il y a vraiment des gens qui sont assez cons pour courir un 100 km. Donc je prends ce livre, forcément ça m'interpelle, je tourne et je vois ta photo. Et pour ceux qui te connaissent pas, t'es quand même assez nature peinture, donc quand tu prends des photos, tu vas pas chez le photographe, tu prends une photo nature peinture. Et là, je vois un mec un peu old school, tu vois, qui me ressemble pas, qui a des années-lumière de moi. J'ouvre le bouquin, je vois avec un mec qui a un poum-poum short, très court, un débardeur, et c'est tes photos de tes anciennes courses. Et bizarrement, c'est exactement l'image que je me faisais des coureurs de 100 km. Je fais, il y a que les anciens, enfin, il y a que les vieux pour faire ce genre de truc. Non, mais vraiment, voilà, ça venait du cœur, c'est vraiment les vieux cons pour courir 100 km. Donc, je regarde les photos, et puis un coup, je tourne une page. Et là, moi aussi, tu plantes une graine.
Et cette phrase, c'était « Et si vous appreniez à courir très lentement pour courir votre premier 100 km ?» Et là, je referme le bouquin, je planque le bouquin sous mon t-shirt. Je lui dis pas que je vais repartir avec Bruno et je rentre chez moi avec le bouquin. Parce que cette petite phrase, je sais pas pourquoi, mais elle avait eu un effet de détonation. Ça veut dire que je fais partie des gens qui courent lentement et que donc potentiellement je peux courir un 100 km. Ça veut donc dire que potentiellement je peux faire un marathon dans les temps. C'était ça qu'il y avait derrière. Et là, vraiment, tes chapitres, je crois que je mets 48 heures à lire le bouquin. Et donc voilà, je fais ton historique, je me renseigne, je regarde. Et donc on est mardi matin et j'écris le mail. Et j'écris un mail dans lequel je te raconte. Je ressens le besoin de t'écrire mon parcours sportif difficile, où effectivement, voilà, je cours avec la honte comme sac à dos. C'est mon ravito à moi. C'est la honte. Je suis dernière. Je m'entraîne, mais je réussis pas. Je passe pas les lignes d'arrivée dans les temps. Et ce mail, je l'appuie pas sur envoyer. Je le garde. Et tous les jours, je reviens dessus. Je sais pas ce que je voulais changer, je sais pas, mais j'arrive pas à l'envoyer. Parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, mais c'est pas un mec, c'est pas un entraîneur qui est champion du monde, l'équipe de France, qui va entraîner une meuf comme moi qui passe pas les lignes d'arrivée, quoi. Je me sens pas légitime de te contacter. Et en même temps, je brûle d'appuyer sur ce bouton. Et tous les jours, pendant une semaine, matin, midi et soir, je regarde ce mail, je le regarde. Il a dû s'enregistrer 20 fois dans mes brouillons, tellement je l'ouvre et que je l'envoie pas. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, tu sais, c'est un peu comme le saut élastique, quoi. Tu veux pas, et puis d'un coup tu sautes. Bah, c'était ça en fait. J'avais l'impression de sauter à l'élastique. Je voulais pas. D'un coup, j'ai appuyé sur envoyer, j'ai fermé l'ordi. T'as fermé les yeux, t'as fermé l'ordi. Mais ouais, c'était trop tard. Je t'avais envoyé le mail. Et jamais, mais jamais j'ai cru que tu répondrais à ce mail. Jamais de ma vie. Et c'est comme ça qu'on a débuté, la collab, puisque, t'as fait la bêtise de répondre à ce mail. Ouais, c'est vrai que ça m'a touché. Enfin là, t'as tiré une flèche et t'as mis en plein dans le mille. Tu m'as touché en plein cœur. Je me suis dit, mais c'est quoi cette nana qui m'écrit? Mais c'est un truc de, je sais pas. Je me suis dit, c'est tellement drôle, c'est tellement décalé. Et puis bon, après, contrairement à ce qu'on peut croire, oui, moi il y a un défi, c'est-à-dire se dire que cette fille qui franchit pas la ligne d'arrivée, si tu l'aides, peut-être qu'un jour elle franchira la ligne d'arrivée. Donc c'est une grande fierté. Le podcast, c'est pas pour que je parle de moi, mais je dis souvent que j'ai autant de fierté à entraîner des gens qui vont juste franchir la ligne d'arrivée que des gens qui ont été champions du monde. Et ça, c'est sincère. Le plaisir qu'on prend à entraîner, il n'est pas relié à la performance. Et donc, c'était un sacré défi que tu me lançais, et c'était vraiment pour moi une nécessité de l'attraper au vol. Et je ne savais pas ce qui m'attendait derrière. Ouais, non, oui, c'est sûr que derrière, moi, t'as transformé ma vie de coureuse, c'est sûr. C'est sûr. Je le dis toujours. Quand on fait des soirées pyjama avec mes copines, on aime bien se moquer un peu du parcours des copines, et je dis toujours que moi j'ai toujours eu deux hommes dans ma vie, quoi. J'ai eu mon premier chéri et j'ai eu Bruno Hobby. Parce que t'es intervenu à un moment où j'en avais vraiment besoin, c'est-à-dire psychologiquement, émotionnellement, intérieurement, et dans mon parcours personnel, j'avais besoin de faire une rencontre comme on a eu toutes les deux. Et puis il y a eu une confiance extrême qui s'est installée, comme jamais j'avais donné ma confiance à un homme dans mon parcours, tu vois. Donc c'est vrai que, écoute, tu es le deuxième homme de ma vie, c'est comme ça, et moi j'assume. Alors pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, j'invite ceux qui nous écoutent à aller sur ma chaîne YouTube, parce que très rapidement, quand on a commencé à collaborer et à mettre en place ce plan marathon, je sais pas, et là tu l'expliqueras, hein, je sais pas, je me rappelle plus forcément, mais tu as commencé à m'envoyer des vidéos après tes séances d'entraînement, après les séances de MA, après les sorties longues, tu m'as envoyé des vidéos. C'est une manière pas commune, parce que il y a pas beaucoup de gens qui font ça, qui m'envoient des vidéos. Et encore maintenant, tu m'as envoyé des vidéos avec ton ressenti, avec voilà la façon dont la séance s'était passée, avec ce côté un peu décalé qui te correspond bien. Tu dis que t'étais l'ambianceuse dans les vestiaires, et là les vidéos que tu m'envoyais sur les débriefs des séances de VMA, c'était à la fois à mourir de rire, parce que moi j'étais mort de rire. Donc allez voir les vidéos sur ma chaîne YouTube.
Mais c'était aussi une manière un peu décalée, un peu différente. Enfin, tu me le diras plus précisément, de faire un retour sur les entraînements, parce que mine de rien, ça déconnait, mais c'était sérieux. Les séances, tu les faisais toutes, les unes après les autres. C'était pas juste de faire le clown. C'était une manière de me rendre compte de la façon dont l'entraînement se passait, mais de manière, voilà, très drôle, très déconnante, mais aussi très très sérieuse. Ouais, ben, le fond du fond, c'est que ben, c'était vraiment très dur. Les séances, c'était pas facile. C'est pas facile de travailler son rapport poids-puissance, d'accélérer, de tenir le rythme, de devenir un métronome. Non, c'était vraiment très dur. Et comme dans toute situation très dure, pour les affronter, ben moi, mon système de défense, ou je dirais mon système d'attaque, ou mon système pour durer, c'est euh, c'est vraiment d'y mettre une touche d'humour et de dédramatiser la situation. Et c'est vrai que plutôt que d'envoyer un texto où t'aurais pas eu les sensations, ou en tout cas, t'aurais pas eu vraiment comment je l'ai vécu, effectivement, pour moi, c'était plus simple sur le coup de te faire un débrief. Et puis, je savais aussi que j'avais la liberté d'être cache-pistache. Et voilà, et d'utiliser les mots que j'utilise, parfois grossiers, parfois plus dans l'émotion, plus dans le ressenti, ou plus sensible. Et voilà, c'est pour ça que ces vidéos, elles ont été faites, parce que je me sentais en sécurité aussi. De dire à quelqu'un, je te déteste, aujourd'hui t'es un homme que je déteste, c'était vrai. C'est-à-dire quand je me levais le matin, j'avais une séance que je comprenais pas, que je découvrais, qui était charabia, où je devais courir 6 fois 4 minutes à fond, 1 minute de récup. Ouais, pour le coup, j'avais envie de te mettre les dents sur les genoux, quoi. Et je le faisais quand même. Donc il fallait que je te le dise, que j'avais envie de te refaire les dents, mais en même temps, c'était aussi un merci, tu vois, cette pudeur de pas pouvoir dire merci parce que je me sentais privilégiée, ben je l'ai faite en vidéo, et c'est vrai que ça a vite pris, que les gens se sont dit merde, il y a une meuf grosse qui court, qui prépare un marathon, elle a pas l'air de kiffer, où est kiffée, on sait pas trop, et et puis après c'est devenu un jeu, et puis ça a facilité ma prépa. Franchement, ça m'a encore de l'émotion parce que je me vois sous la pluie me filmer, et ouais, ça a rendu la prépa plus facile. Ouais, parce Voilà. qu'il faut dire qu'en fait, quand j'ai vu ces vidéos et que je les ai trouvées absolument géniales, je me suis dit, mais faut partager ça. Dunia, faut pas le garder pour nous, et t'as rapidement accepté, et c'est vrai que, bon, mais je répète encore, hein, allez voir les vidéos sur YouTube, les gens attendaient chaque semaine la vidéo de Dounia, et Ouais. quand la préparation marathon s'est arrêtée, les gens étaient tristes. Ils me disaient, mais alors, Dounia, elle est Ouais. où? La vidéo suivante. Et nous, on attend. T'avais vraiment un Les public. messages, ouais, j'ai reçu plein de Ouais, messages. les gens disaient, mais ça peut pas s'arrêter comme ça. Nous, on veut. Parce que je pense que, et c'est aussi pour ça que t'es là. Moi, la phrase titre de cet entretien, pour moi, c'est tout est possible. Et si t'es là pour parler, pour donner ton vécu, je trouve pas le mot, pour témoigner, pardon. C'est aussi parce que très vite, j'ai compris que les gens s'identifiaient à toi. Les gens s'identifiaient, se mettaient dans la peau de Dounia, et je crois que tu as fait vivre des marathons, des entraînements, des séances à plein de gens à travers ces vidéos qui étaient pas du tout destinées au départ à ce qu'elles soient rendues publiques, et qui finalement, on a écrit un espèce de feuilleton avec cette préparation marathon, et j'en garde un souvenir, moi aussi, très 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 ému. Ouais, puis moi aussi, parce qu'en fait, voilà, j'ai eu des retours. J'ai des gens qui se sont inscrits à leur premier marathon. Et je sais qu'intérieurement, depuis petite, c'est ce que j'ai envie de déclencher chez les gens. En tout cas, ce truc de allez, j'essaye. Vraiment, allez, là, j'ai un instant de folie. Comme il y en a qui s'inscrivent après une cuite avec des potes. Moi, j'aime bien ce truc de se dire, j'ai été le déclencheur de quelque chose. Peu importe ce que c'est, mais juste le déclencheur. Et et puis, ça a un côté aussi, il faut le dire quand même, moi, ça m'a flatté l'ego pendant des années, j'ai pensé que j'étais nulle en sport. Ça m'a quand même flatté l'ego. Je fais, moi, qui suis nulle en sport, qui termine jamais dans les délais, j'arrive à inspirer des gens à s'inscrire à des marathons. C'est quand même pas compatible quand on regarde ça sur le papier. Et en fait, il y a des gens, ils se sont dit, mais attends, c'était pas si elle peut le faire, je peux le faire. Même pas parce que c'était bienveillant. Non, tu m'as donné envie de le faire. Tu vois la nuance? C'était pas vraiment de la pitié où je me sens plus fort qu'elle, tu vois. C'était vraiment, attends, elle est vraiment en train de souffrir, elle est vraiment en train de le faire. Elle est en train de me dire que une séance plus une séance plus une séance, ça arrive à un programme et ça arrive à une course. Et ça, c'est fort, et ça a construit la suite, en tout cas, du choix de mes courses. Ça, c'est certain. Et et puis ouais, et puis dédramatiser un peu la situation. C'est vrai que quand tu cours, euh,
J'ai eu plein de galères quand je courais pour préparer le marathon avec toi et que je trouvais pas les habits ou j'avais pas de style. Parce que voilà, je voyais des coureuses toutes pimp, toutes fraîches, taille 38, qui courent en 3 minutes le kilo et que moi je suis à 7 ou 8 minutes quand je suis à mon max. J'ai un kawaii qui est trop grand parce que je me suis habillée chez l'homme. De dédramatiser en vidéo, en vrai, ça m'a transcendé, ça m'a porté jusqu'à, enfin, si je peux le dire maintenant, jusqu'à la ligne d'arrivée de ce marathon pour lequel on s'est entraîné. La Rochelle d'ailleurs. Marathon que tu franchis. Et cette fois-ci, En 5-17. les barrières sont là, sont encore là. Ils sont encore là. Et mieux que ça, j'ai le droit à la bière d'arrivée. Et mieux que ça, je vois d'autres coureurs arriver. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont terminé après moi. Et mieux que ça, j'ai pas croisé une seule fois la voiture balai. Pas une seule fois, mais pour moi, ça c'était immense. Vraiment, il y avait presque même un coup de frime. J'étais là avec ma bière, genre, j'ai fini et je regarde les arrivants, quoi, les derniers arrivants. Et ça, waouh, 5, 17 et 30 secondes, je crois. Mais ça, on avait réussi, quoi. On avait visé 5,30. Je fais 5,17 avec un vent qui nous a fait mal en pleine face. Donc vraiment, on a lutté. Et on est large. 13 minutes sur le plan. On est large. Et je vois tous les sponsors et je vois tout le monde et je vois le speaker qui me parle. Enfin, il est là, le speaker, cette fois-ci. Il est pas dans sa bagnole en train de repartir chez lui, il est là. Et ça, mais ça vaut tout l'or du monde, ça. Et la petite photo que tu envoies avec la médaille, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et quand on zoome un peu sur la photo et qu'on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit sur la joue? Une petite larme qui coule. Et là, alors là, toi, tu m'as fait pleurer. Ouais, ça c'est. Avec cette photo, que j'ai toujours d'ailleurs. Elle est dans un coin de mon album photo bien rangé. Cette photo de toi, de ta tronche avec la médaille à côté de toi et la petite larme qui coule. Alors ça a été ouais, sacrée récompense. Ouais, cette photo, je l'ai gardée aussi, mais c'est vrai que je l'ai pas trop partagée. C'est l'aboutissement, c'est le dépassement, c'est plein de mots, quoi. C'est de la discipline, et puis c'est de l'espoir, en fait. Ouais. Ça y est, c'est bon. C'est dans les temps. Ce qui veut dire que c'est l'espoir pour d'autres choses. C'est l'espoir pour un deuxième marathon, peut-être en 5 heures. Et c'est là que je reçois une proposition de ta part. Quand moi, je pense réenchaîner avec une deuxième prépa marathon et en se disant, bon allez, on fait soit 5h15, soit 5 heures, en fait, je pense que là, c'est nos deux cerveaux de déglingos qui se sont rencontrés et tu me proposes de m'accompagner et de m'offrir un coaching pour un 100 km, puisqu'on avait évoqué ça pendant nos discussions. Et donc, en fait, là, mon cerveau, il est en train de se dire, attends, il y a 24 heures, tu savais pas si t'allais terminer le marathon dans les temps. Tu savais pas si t'allais passer la ligne d'arrivée. Tu savais pas si tout le monde allait encore être là à ton arrivée. Et là, maintenant, il y a un coach champion du monde qui te propose de partir sur une prépa 100 km. J'arrête le spoiler, j'ai accepté tout de suite. Faire durer le suspense, ça a été de suite oui. Et après, on a la suite qu'on connaît, puisque on repart sur une prépa, 100 km. Pareil, prépa assidue dans la discipline, pas du tout dans la douleur, puisque maintenant je comprends ce que t'attends, et je comprends ce qu'on attend d'une prépa pour de la longue distance. Donc du coup, c'est moins douloureux aussi parce que le rythme est... Plus tu vas en distance, plus tu réduis ton rythme. Donc du coup, je suis quand même dans ma zone de confort sur le rythme. C'est juste que c'est chiant parce qu'il faut courir longtemps. Donc là, c'est vraiment du travail de mental. Et on est sur mon terrain parce que j'adore travailler le mental. Donc en fait, c'est peut-être que ça manque d'humilité, mais pour le coup, c'est une prépa dans laquelle je me sens bien. Et j'ai presque même l'impression d'être dans une zone de confort. Puisque c'est facile de courir lentement, il faut juste accepter de courir longtemps. Donc là, c'est des stratagèmes, c'est des podcasts, c'est de la musique, c'est écouter son souffle, c'est laisser divaguer. Donc c'est là que je découvre la méditation finalement, puisqu'on est presque, quand tu cours 4 à 6 heures, t'es dans un état méditatif quand même. Et ça se passe, mais ça se passe hyper bien. La prépa se passe. J'arrive le jour J, le jour de la course. J'arrive prête. 2, je sais que je vais la terminer dans les temps. On a 24 heures pour la finir ensemble. Donc je sais que je vais la finir.
On vise 15 heures, donc je sais que j'ai 8 heures de battement si je flanche, si je m'arrête, s'il y a problème technique. Et arriver à une course, savoir que tu vas la finir dans les temps sans gros pépin, ça m'était jamais arrivé. C'est la première fois, et en plus, c'est la première fois sur une distance ouf. Les gens me disent, mais tu fais 100 km, tu vas en voiture ou tu vas en vélo? Ah non. Non, je vais y aller en courant. Donc tu vois, d'arriver sur une course hors norme, préparé, prêt, et d'en rire sur la ligne de départ, c'est c'est une sensation qui est exceptionnelle. C'est indescriptible. C'est même aussi beau qu'une ligne d'arrivée, tu vois. Et comment tu expliques qu'on puisse réussir comme ça à bâtir de la confiance pour quelqu'un qui avant n'était pas forcément confiante, savait que quand elle allait arriver, il y aura plus personne. Donc c'est ça, ça construit justement tout le contraire de la confiance. Comment tu es parvenu à construire de la confiance et à prendre le départ d'une course que 99,5% sans doute de la population, enfin des gens sur cette terre ne feront jamais. Comment on arrive à prendre le départ d'une course avec une telle confiance? Alors moi, je l'aurais pas prise seule, hein, forcément, puisqu'on a fait un plan. T'as bâti un plan spécifique à mes spécificités à moi d'ailleurs. Et du coup, chaque séance de validé, eh ben, tu franchis une étape dans la confiance. Et en fait, quand j'ai ouvert le plan, je me suis vraiment dit, non mais il est fou, hein, 100 km, une fois l'euphorie passée, et les 15 jours que tu m'as laissé pour être en repos, une fois ces 15 jours passés, quand j'ai reçu ton mail, j'étais à la fois excitée et en même temps, tu connais cette expression, j'avais les fesses qui faisaient bravo, j'étais morte de trouille. Et quand j'ouvre, et je lis semaine après semaine, et je me dis, ah non, mais ça je peux le faire. Ah ok, ça je peux le faire aussi. Et quand je comprends le fonctionnement, la confiance elle monte. Et puis, dans ce que tu partages dans le coaching, c'est qu'on fait chaque séance et après il y a un débrief sur la séance. Donc on améliore, ou on garde, ou on modifie, ou s'il y a trop de fatigue, on change. Tout ça, ça continue d'alimenter la confiance. Et puis j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai lu plein de comptes rendus d'accompagnateurs, j'ai regardé des dizaines de vidéos sur les 100 km de Millau. Enfin, j'étais dans un environnement, dans un cocon, dans une prépa qui a duré 5 ou 6 mois, prépa 100 km. Et en fait, j'ai cru au process. Voilà. Les Américains, ils disent trust the process, et c'est ça en fait. J'ai profondément cru en la méthodologie, et aussi, j'ai mis en face les responsabilités qu'il fallait. Souvent, les gens parlent de sacrifice, et moi, je préfère dire le terme responsabilité. Tu pars sur une course comme ça, donc il y a quelques choix à faire sur l'alimentation, sur tes sorties, sur tes loisirs, réduire parfois sur les grosses semaines un petit peu la charge de travail, et ça plus ça plus ça, ok, le jour J c'était bingo, c'est sûr. J'étais là pour kiffer en fait. J'avais fait le plus dur. Là, la course c'était la cerise sur la chantilly du gâteau. Donc tu valides cette phrase de Arthur H que j'aime beaucoup. Souvent je la ressors, qui dit une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. Ouais, j'ai mon chef Guy Savoie qui disait de la répétition naît la progression. Et c'est exactement ça en fait. C'est répéter le pas, répéter l'allure, répéter le souffle, répéter l'alimentation, voilà, répéter tout ça, et le jour J. Moi, il y a une phrase qui m'a tenue, et qui a Clem qui court, c'est une nouvelle génération de sportifs, mais il y a une phrase qui m'a tenue pendant ce 100 km et qui m'a aussi donné confiance, qui dit que 1 kilomètre c'est rien. 100 km c'est 100 fois rien. Tu vois? Et donc, je m'étais dit, écoute, si le moral flanche, je ferai kilomètre après kilomètre. Parce qu'en vrai, 1 kilomètre, c'est rien. On recommande souvent cette stratégie, et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, je fonctionnais aussi comme ça. C'est peut-être un conseil qu'on peut donner justement aux gens qui se projettent dans des distances très longues ou dans des objectifs très longs et qui peuvent tendance à perdre pied, c'est le cas de le dire, parce que justement, ils voient le but au loin et ils se disent j'y arriverai jamais. Voilà, le ravitaillement suivant, le kilomètre suivant, découper la course en petits morceaux pour éviter de se perdre et de perdre pied au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est comme ça que t'as fonctionné. Ouais, c'est comme ça que j'ai fonctionné, et c'est vraiment propre à chacun, comme tu dis. Il y en a, c'est au kilomètre. Moi, je m'étais dit, je cours le plus longtemps possible. C'est-à-dire que je m'arrête pas de courir. Je suis en allure un peu moins que le marathon, mais je vais le plus loin possible.
Et je m'étais fixé une grosse fourchette, c'était entre 60 et 70 kilomètres de course non-stop. Donc mon premier palier, il était là. Et après, je m'étais dit, et à partir de là, on fera comme on peut poulette. C'était ça sur la ligne d'arrivée, on fera comme on peut poulette. Et là, je cours. Et alors bizarrement ou non, mais au 70e kilomètre, je pense qu'en fait, je m'étais tellement mentalisé cette limite, mon corps commence vraiment à être claqué et j'arrête de courir complètement au 70e kilomètre. Et là, je me dis, j'ai toujours ce côté déconne et moi, mon repère, c'était le saucisson. Et je me disais, allez, tu cours à la prochaine rondelle de saucisson. Et du coup, c'est devenu un mantra, ça m'a filé le sourire. Et en fait, ça voulait dire à chaque ravito. Et du coup, pendant les 30 derniers kilomètres, ils m'ont appelé Madame Saucisson. Parce qu'à chaque fois, je demandais du saucisson. Du coup, je faisais rire les bénévoles, ça me requinquait, et je faisais ça à chaque ravito, et c'est comme ça que je suis arrivée au bout des 100 kilomètres. Donc c'est ça ton conseil nutrition en fait. Ouais, le saucisson et les tucs, ouais. La solution est dans le saucisson. La solution, ouais. La ligne d'arrivée se joue dans le saucisson, mais c'est sûr. Souvent, les grands sportifs sont de bons vivants. On a l'impression que c'est des gens qui mangent que des salades, mais c'est pas vrai, c'est des bons vivants. Il y en a beaucoup qui courent pour pouvoir manger plus. C'est une philosophie, écoute. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir. Ce Madame Saucisson, il a réuni beaucoup de monde sur ce 100 kilomètres. Tout le monde réclamait son morceau de saucisson. Donc du coup, il y a quand même une petite vérité là-dedans. Et c'est juste de faire du bien à son moral. C'est ça. Moi, quand j'ai fait mon premier 100 km, j'y connaissais rien non plus. Et j'ai doublé un gars qui est encore peut-être médecin. Et il m'a dit, ouais, c'est bien, tu vas bien, c'est bon, ça y va là. Je dis, ouais. Et il me dit, je sais plus comment on en arrive à parler de nutrition aussi. Et il me dit, ouais, faut que tu prennes des protéines. Peut-être que je lui dis, je sais pas ce qu'il faut manger, j'en sais rien. Faut que tu prennes des protéines. Tu t'arrêtes au ravitaillement, il y a des vaches qui rient. Mais moi, la vache qui rit, jamais je mange de la vache qui rit dans ma vie. Enfin, désolé pour la vache qui rit, mais j'aime pas ça. Et donc, ce qui veut pas dire que c'est pas bon. Je mets un bémol. On sait jamais si la vache qui rit veut sponsoriser ce podcast. Il sponsorise bien les courses de vélo. Pourquoi il sponsoriserait pas mon podcast? Ce podcast vous est présenté par la vache qui rit. Ou juste un bridon. Et c'est ça. Et donc, je m'arrête au ravitaillement et je mange de la vache qui rit. Et je mange de la vache qui rit, tu vois. Mais ça m'a animé, tu vois. Et je pense qu'avec le recul, je pense qu'entre le moment où, parce qu'il fallait prendre des protéines, entre le moment où j'ai mangé la vache qui rit et le moment où ça s'est transformé en protéines pour réparer mes petits muscles, j'avais fini la course depuis longtemps. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, on va s'accrocher, ou on va se mettre dans une situation où des choses qui peuvent paraître complètement stupides en dehors de la course vont là nous permettre de nous accrocher, de nous mettre des balises, des repères, et on n'est plus forcément un être humain normal, mais de toute façon déjà quand on fait 100 km, on n'est pas un être humain normal. Donc je retiens le coup du saucisson. Et tu franchis cette ligne. Et je franchis cette ligne en 17 heures. Et là, écoute, bizarrement, j'ai ressenti de la joie énorme sur le marathon de La Rochelle parce qu'on allait le chercher avec les dents et tout, voilà. Il y a eu un gros travail mental derrière. Et je sais pas pourquoi, le 100 km, il n'y a pas cette explosion de joie. C'est plutôt intérieur, c'est plutôt rétrospectif, et je repense à ce marathon quand je passe cette ligne. Du coup, tous ceux qui sont là pour m'encourager et les organisateurs s'attendent à ce que vraiment, waouh, je pleure, j'ai fait 100 km, c'est waouh, c'est... Et bizarrement, des fois je me dis que je regrette de pas avoir savouré cette arrivée, mais en fait, je l'ai savouré comme ça. Et pour moi, c'était ok, check, c'est fait, boum, tu sais, on met un coup de tampon. Ouais. Mais je savais que ça, j'allais le faire. Donc j'ai mis un coup de tampon. Et au point que mes amis me disaient, mais ça va, Doun, tu vas bien, t'es sûr? Et j'entendais, non, mais laissez-la, elle a fait 100 km, elle a pas toute sa tête, elle va réaliser. Non, je réalisais, c'est juste que je savais que j'allais la passer cette ligne. Et j'avais pas de doute, j'avais aucune voix qui me disait à l'intérieur, cette fois-ci, t'y arriveras pas, ou c'est mort, ou fais ce que tu peux. Cette phrase qui m'a suivi, fais de ton mieux. Non, j'ai pas fait de ton mieux, je sais que je vais la passer. Et je l'ai passée. Je la passe, et la première fois de ma vie, je reçois pas une médaille, mais un trophée, quoi. Une coupe. Moi, je reçois une coupe. Tu montes sur le podium? Mais ouais, j'arrive 2e féminine dans ma catégorie. Moi? Est-ce qu'on se refait l'historique ensemble, là, de tout ce qui s'est passé depuis ces 10 dernières années? Bon, la vérité, c'est qu'on était que 2. Donc, j'arrive finalement dernière, mais 2e, j'arrive dernière, voilà. On est que 2 dans ma tranche d'âge.
mais je trouve que pour l'histoire, c'est joli, tu vois. J'ai mon petit trophée. Je suis arrivée deuxième. Et c'est marqué là, c'est marqué 100 kilomètres du Spiridon catalan, deuxième féminine, catégorie d'âge. C'est énorme. Ouais, mais les absents ont toujours tort. C'est ça. Et on n'est que deux. Et tu vois ce truc de on n'est que deux, quand effectivement l'effervescence retombe, le on n'est que deux, et ben ouais, j'ai réalisé que ces 10 dernières années, j'ai fait des trucs où on n'était pas beaucoup. De un, dans ma catégorie d'âge, et on était très peu avec mon profil. Et là, je me reprends, tu vois, une deuxième bouffée en pleine tête de ce qui a été réalisé, du parcours réalisé, quoi. Et là, ce 100 kilomètres, il marque le début de ma troisième vie de femme. Il marque le début de vraiment tout est possible. Tout est possible au point que, voilà, j'essaye une reconversion, je vais pour lancer ma boîte, tout devient possible. Tout devient possible avec de la discipline, avec du cœur, tout devient possible. Concrètement, ça veut dire que ta boîte, le lien, le sport, le boulot, Ouais. comment ça se formalise? Le tout devient possible, c'est que j'ai un rêve qui naît de mes souffrances de sportive atypique. Ça remonte à quand je faisais du triathlon, je termine un half Ironman, ce qui est quand même fort. Donc 2 kilomètres de nage, 90 à vélo, 22 à pied. Je termine ça hors délai. En plus de le terminer hors délai, après tout le monde, je le termine brûlé au premier degré sur 20 centimètres sur mes cuisses parce que j'ai pas de vêtements adaptés à ma morphologie. Et donc dans ma tête était né qu'un jour je ferais une marque de sport pour les femmes atypiques. Après ce 100 kilomètres, cette idée, elle reste. Et elle germe. Et elle germe vraiment bien. C'est-à-dire que je commence un business plan, je commence une étude de marché. J'y vais pas franco parce que c'est une question de moyens, mais voilà, elle est là, elle germe, elle germe, elle germe. Et aujourd'hui, voilà, je suis à l'aube. Je suis à l'aube d'être la première marque française de mode sportif pour femmes plus size. Et quand je dis l'aube, on est à 2 mois de mes ventes. Et voilà, j'ai déjà des précommandes, j'ai déjà du marché en Europe qui est en train de s'ouvrir. Je suis accompagnée par des grands noms du secteur du sport français. Donc ça veut dire que à 43 ans, j'ai une légitimité malgré mon profil atypique dans le monde du sport. Et ça vient guérir, ça vient guérir 10 ans de galère dans le sport. Ça vient guérir, ça vient légitimer, et ça continue de nourrir cet espoir et un petit peu cette phrase qui revient que tout est possible. Ouais, tout est vraiment possible. Tout est vraiment possible. 3 petits points. À qui s'en donne les moyens par contre? À qui est responsable devant ses rêves? Parce que c'est vrai qu'il y a des marques de fringues pour les femmes fortes, on va dire. Alors, je sais pas quel terme on emploie, hein, je veux pas être maladroit. Non, celui qui te vient en tête, ouais. Voilà, pour femmes, comment t'appelais ça, toi? Tu disais? Moi, je dis des femmes plus grosses XL? parce que je suis habituée à ça, mais une femme en surpoids, une femme au-delà du 42, une femme plus size. Chacun prend le terme avec lequel il est à l'aise, il y a pas de souci. Plus size, ça me plaît bien, ça. Ouais, donc, et c'est vrai que ça n'existe pas dans le sport. Bah écoute, Enfin, ça n'existait pas dans le sport. moi je te raconte ma dernière expérience qui date d'hier. J'ai repris le trail. J'ai pas encore toute une gamme dans ma propre marque, donc je vais chez un géant des boutiques de sport en France et je vais au rayon run. Et les tailles s'arrêtent au XL, mais un petit XL. C'est-à-dire qu'un XL bien foutu, musclé, quoi. Moi, dans cette boutique, je dois mettre du 3XL. Tu vois? Donc, à nouveau, voilà, je me retrouve 10 ans en arrière, je vais dans le rayon homme. Maintenant, je le connais, le process. On va dans le rayon homme, on baisse les yeux, c'est pas grave, ça durera 6 mois, et ensuite on repassera dans le rayon femme. Mais, l'expérience de shopping, dans le sport, elle reste traumatisante. Donc, elle vient un peu nourrir ce truc de on n'a pas notre place. Et ça, c'est toujours difficile. Quand bien même, t'as fait un 100 km des marathons, Alpha Ironman. Et ça, c'est toujours difficile. Maintenant, avec mon parcours et ma confiance, j'arrive à passer outre, mais factuellement, aujourd'hui, je suis toujours pas habillée comme il se faudrait pour ma pratique sportive. Et elle s'appelle comment, cette marque de vêtements de sport plus size? Elle s'appelle Mad Curves, M-A-D, comme c'est en anglais pour avoir une clientèle internationale. Mad, ça vient un petit peu du côté des glingos, ça veut dire fou. Curves, les courbes folles. Donc, et le message, c'est mon slogan, c'est fais sauter tes barrières, pas tes coutures. Et voilà pour le message. Et écoute, je suis plutôt confiante et je donne donc rendez-vous à toutes les femmes au mois de janvier pour les ventes. Ok, alors on peut retrouver ça sur Internet? Ouais, je vais avoir un site internet, ouais. Mad Curves et on tape Mad Curves, M-A-D.
URVES. CURVES, ok, Voilà, et d'accord. voilà, il y aura un site internet, il y a déjà des inscriptions pour être informé de la date. Donc et voilà, donc tout ça, j'y serais pas arrivée sans tout ce parcours et toutes ces prépas et toutes ces lignes franchies hors délai et dans les délais, c'est sûr. Parce que les qualités développées ensemble, ben elles se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Tu reproduis dans ton rôle de chef d'entreprise ce que tu mets en œuvre dans le sport, dans la préparation d'un marathon ou d'un 100 km, tu vois des liens? Ouais, par exemple, quand d'ailleurs pour commencer, j'ai repris ton plan 100 km, c'est-à-dire que j'ai mis l'objectif final à la fin de mon tableau. Donc pour moi, c'était les ventes et j'ai mis toutes les étapes à passer jusqu'aux ventes. Et dans ces étapes, j'ai fait comme toi, j'ai mis des micro-étapes. Et donc, en fait, j'avais des mises, c'était par mois, c'était en mensuel, et chaque mois, je devais valider les micro-étapes pour passer à l'étape supérieure. Donc en fait, on est sur une prépa, on est sur un plan à suivre, et tant que les étapes sont pas validées, on passe pas à l'étape supérieure. Tant pis si on doit y rester un petit peu, mais on la passera après. Et c'est comme ça que ben j'ai mis 1 an et demi, prototypage, étude de marché, obtention des financements et sortie de la collection. Et puis bah la qualité première, c'est l'abnégation, faut rien lâcher quoi. Ah mais t'es folle de faire un 100 km. Ah mais t'es folle de lancer ta boîte dans le sport, tu vois. Il y a quand même tout le temps des similitudes. Et ça, si t'as pas ce côté pitbull, ben on parlait du bide. Si t'as pas ce truc dans le bide qui te dit non, je vais le faire, tu lâches facilement. Mais est-ce que c'est pas justement un moteur quand on te dit tu vas pas y arriver, tu le feras pas? Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui te motive encore davantage parce que tu as aussi envie de prouver que peut-être pas que tout est possible, mais que si on n'a pas confiance en toi et que si on te dit que tu vas pas y arriver, ben toi tu vas leur montrer que tu vas y arriver. C'est aussi un trait de caractère, je trouve, des gens qui réussissent et à qui on a dit qu'ils ne réussiraient pas ou qu'ils n'y arriveraient pas. On parlait de personnes bienveillantes qui sont autour de nous. Moi, j'ai plein de personnes bienveillantes qui sont autour de moi et qui m'ont aidé à créer des projets auxquels j'aurais même pas pensé moi-même. Mais il y a aussi, c'est vrai, ces gens qui te disent tu vas pas y arriver parce que eux pensent que c'est pas possible, parce qu'ils ont envie aussi peut-être de transférer sur toi ce que eux se disent à eux-mêmes, c'est-à-dire j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et est-ce que justement une des forces de ceux qui réussissent, que ce soit sur 100 km ou pour créer leur entreprise, comme tu l'as fait toi, est-ce que c'est pas justement cette capacité qu'ils ont quand on leur dit tu vas pas y arriver, de prendre ça, enfin d'avoir un espèce d'effet boost parce que ah ouais ok mon coco d'accord, ben on va voir si je vais pas y arriver. Est-ce que toi ça te procure pas un peu cette source de motivation supplémentaire? Ça l'a beaucoup fait. Et puis je me suis aperçue que finalement, à force de vouloir prouver et de leur montrer que bah, qu'ils avaient tort, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et que si je me plantais, ben je me sentais mal par rapport au regard des autres. Et du coup, j'ai réussi à me détacher de ça. Maintenant, c'est plus un moteur. Je me dis juste, ben c'est leur parcours de vie, c'est leur peur à eux-mêmes qui projettent. Parfois leur rêve à eux qu'ils ont abandonné, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est plus un moteur. Ça l'a vraiment été longtemps parce que aussi j'étais en colère sur plein de choses. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est plus un moteur. C'est même plutôt un exercice pour moi de montrer pourquoi ben, ce qu'ils disent n'est pas fondé, de travailler une argumentation et de montrer que finalement tout est pensé et tout est sous contrôle, tu vois. Du coup, moi aujourd'hui dans mon parcours entrepreneurial, pas dans le sport mais entrepreneurial, ça me force à affirmer ma posture. Et du coup, je trouve ça quand même c'est plus serein et c'est plus agréable que de tout vouloir démontrer, montrer que t'as tort, montrer que de se battre contre les autres, déjà qu'on se bat avec soi-même. Je trouve que c'est moins fatigant maintenant qu'il y a quelques années en arrière. Il y a toujours dans ces entreprises, il y a toujours comme dans le sport d'ailleurs, il y a toujours cette épée de Damoclès ou ce risque de ne pas y arriver. Je fais exprès de ne pas utiliser le terme échec parce que tout à l'heure j'ai cité Arthur Ashe, là je pense qu'on pourrait citer Nelson Mandela qui disait en gros je n'échoue jamais, Soit j'apprends, ouais. soit je réussis, soit j'apprends. Mais ça c'est pas tellement dans l'ADN de l'esprit, de l'état d'esprit qu'on a en France et aux États-Unis. Plus t'as échoué et plus t'es crédible parce qu'on sait que toutes les erreurs que t'as faites, tu vas pas les refaire. Nous en France, on a un petit problème avec ça, avec l'entrepreneuriat, avec comment toi tu te positionnes par rapport à ça, comment tu envisages les choses, comment tu envisages comment tu te positionnes par rapport au fait de réussir ou de ne pas réussir dans ce rôle que tu as là où il y a maintenant en sport tu réussis pas, bon bah voilà. Ouais, bien sûr. Le lendemain tu passes à autre chose. Là si tu réussis pas, il y a des enjeux financiers, il y a un peu plus d'enjeux.
même si la logique est la même que dans le sport. Ouais. Effectivement, il y a plus d'enjeux puisque j'ai mis quand même des dizaines de milliers d'euros. Maintenant, effectivement, il y a un risque que ça marche pas. Ce risque, je l'ai minimisé au maximum, c'est-à-dire que je me suis entourée quand même sur plusieurs pans, sur plusieurs aspects du business. Si demain ça marchait pas, je vais dire un truc qui est bizarre, mais j'ai 20 ans d'expérience dans la restauration haut de gamme derrière moi, et je me suis toujours sentie illégitime à ouvrir mon propre restaurant, mon propre point de vente, ou ma propre cave à vin, ce qui est fou. Par contre, je me sens légitime aujourd'hui à sortir une marque de sport. Si demain cette marque de sport elle ne marchait pas, maintenant que je comprends les étapes de l'entrepreneuriat et que j'ai vu ce que j'arrivais à faire dans un secteur que je connaissais pas du tout, qui est le textile, si ça marche pas, je pense que j'ouvre un restaurant cave à vin tapas et ça m'ira très bien, tu vois. Donc ça, c'est venu conforter d'autres choses. Si ça marche pas, je crois même pas qu'il y aura de déception parce que j'ai appris tellement de choses en marketing, en finance, en levée de fonds. Après, à pitcher son projet, j'ai fait des concours où j'ai dû parler de mon projet, le présenter en moins de 30 secondes, moins de 2 minutes. J'ai fait des scènes grâce à ça. J'ai fait du stand-up. Je suis montée sur le Petit Palais des Glaces grâce à cette entreprise-là. J'ai réussi à faire mon propre spectacle, une petite partie, tu vois. Donc, si ça foire, en fait, à part le côté financier, et qui me met pas dedans, mais qui va m'embêter, eh ben, il y aura une autre expérience derrière. Donc, vraiment, je peux pas dire que je suis relax parce que c'est stressant un lancement, mais j'ai pas non plus le couteau sous la gorge si ça marche pas. Je suis vraiment très fière de tout ce qu'on a fait déjà. Et puis si ça marche pas, bah écoute, j'aurais 1000 leggings dans mes armoires, donc je pourrais courir longtemps. Alors il y a quelques questions que j'aurais aimé te poser. C'est un peu bateau, mais quand même, je trouve que c'est sympa d'échanger sur ce genre de choses. Après tout ce que tu as vécu en sport, et il y a encore, j'espère pour toi, plein de bonnes choses à vivre. C'est quoi ton meilleur souvenir? Parce que là, tu nous as parlé du marathon, tu nous as parlé du trail, tu nous as parlé du triathlon, tu nous as parlé du 100 km. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Et alors, pour t'aider dans ta réflexion, je vais forcément te demander le pire. Ouais. Alors le meilleur souvenir, ça restera le premier triathlon. Le premier triathlon en 4,36 hors délai malgré tout, mais le meilleur parce que j'avais parachevé une année difficile, de douleur pendant les entraînements. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que autour de ce projet, j'avais carrément réussi à rassembler un club de 130 personnes. C'est-à-dire que j'ai vu des gens pleurer quand j'ai passé cette ligne d'arrivée de mon club. C'est des gens qui avaient 50, 55 ans, des hommes que je n'aurais jamais rencontrés dans un contexte normal, jamais. On se serait croisés, on se serait même pas calculé. J'ai vu des gens investis et pleurer quand j'ai passé cette ligne. Et là, j'ai compris la force du sport et la force du dépassement et la force du collectif. Et ça, aujourd'hui, c'est un souvenir que j'ai. Et d'ailleurs, si je dois faire de l'ancrage sur des lignes d'arrivée, je repense souvent à ça. Ah vraiment, le temps s'est arrêté, la médaille, c'était pas grave, c'était vraiment tous ces gens qui étaient réunis et qui vivaient un moment qui était assez fort. Pour moi, c'est le meilleur moment et le plus beau souvenir que j'ai. Le pire du pire, ben ça va être le Half Ironman à Vichy que je peux pas fêter parce que je suis hors délai, donc je suis pas classée. Je suis alitée pendant 3 jours parce que je suis les jambes en lambeaux, donc j'ai tout mon club qui fête. C'est la sortie club en plus, donc il y avait fête derrière, et moi je suis allongée, mes cuisses ont pas le droit de se toucher. Il y a le pharmacien qui s'est déplacé, il m'a mis des bandes humidifiées ou avec du gras, je sais plus comment, des tulles gras, je crois que ça s'appelle. Il fallait pas que je bouge. Et en fait, ce moment-là, il a été catalyseur de colère, de tristesse, enfin d'incompréhension, et c'est pas un moment avec lequel je suis à l'aise encore aujourd'hui, quoi. Vraiment, j'étais pas émotionnellement, c'était trop fort et c'est surtout très mauvais. Donc c'est mon pire souvenir du sport, c'est cette ligne d'arrivée. Mais c'est peut-être aussi la naissance de Matt Curves, Ouais, tout à fait. Mais la naissance dans la douleur. sans que tu le saches peut-être à Ouais, c'est l'époque. ça. Mais dans la douleur quand même. Du coup, et au-delà de la douleur physique, c'est la détresse psychologique et c'est pire que tout, quoi. À vivre, ça je le souhaite à personne. Ce truc-là, c'est pas beau, quoi. Donc c'est mon pire souvenir. Ta plus belle performance, donc c'est pas forcément un meilleur souvenir. Moi, je pense qu'on peut différencier un très bon souvenir de la meilleure performance. On peut, ou pas. Est-ce que toi, tu fais une différence? Est-ce que ta meilleure performance, ta plus belle performance, c'est celle dont tu es la plus fière, c'est aussi ton meilleur souvenir ou c'est une autre performance?
En termes performance pure, ce sera le 100 km parce que ça manquerait c'est une grosse distance. Mais en termes de performance, il y en a une, c'était un stage triathlon, en montagne. Et là, on a un col, je crois qu'on est on doit être sur 16 km, là, dans les Aravis, 16 km à 4%, parfois à 7-8%. Et je ne pose pas le pied par terre. Habituellement, je posais, puisque moi, avec mon poids rapport poids-puissance, j'étais à 2-3 km/h, quoi. Donc c'est très long quand t'as 16 bornes à faire. Et j'ai pas posé le pied par terre. Et pour moi, ça, c'était un beau cadeau, quoi. En plus, on est dans ma région de cœur, dans les Aravis, et pour moi, ça, c'était une très belle performance. Et ce n'est pas une performance en compétition en plus. Non. Comme quoi on peut définir une plus belle performance sans que ce soit forcément lié à la compétition. C'est intéressant. Est-ce que dans ton parcours de sport, dans ton parcours d'entrepreneuse, dans ton parcours professionnel plutôt aussi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide ou absolument pas? Tu mènes ta barque et t'as pas besoin d'admirer quelqu'un. Il y a pas forcément de modèle. Je suis pas sûre d'avoir de modèle sportif. À part moi. Oui, mais bien évidemment. Elle était partout chez moi, en photo partout, Bruno. Non, mais plus sérieusement. Non. Pas de modèle sportif, ok. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a fait rêver petite. C'était Miguel Indurain. D'accord. Donc 5 Tours de France, 3 Giro, la Classico d'Espagne. Et en fait, lui, il a planté une graine. Il a planté une graine parce que je voyais toujours son duel avec Rominger qui terminait toujours deuxième. Et donc ça vient faire un rappel un peu à ce que j'ai vécu. Et en fait, ce que j'aimais chez ce mec, c'est qu'il avait de l'élégance dans son sport. Il était grand, il était fin, musclé, il avait la peau mate. Et je trouvais qu'il avait de la classe dans son sport. Et même, il avait souvent des gestes sportifs pendant les compétitions. C'est-à-dire qu'il partageait son eau avec quelqu'un d'autre. Il pouvait attendre Rominger s'il y avait une défaillance dans un col. Et ça m'a donné des belles valeurs sportives. Donc, si j'avais quelqu'un à prendre, je prendrais Indurain. C'est vieux, ça rajeunit pas. Hein. Ouais, c'est vrai, Indurain, ouais, c'est les années 95. Ah, 95. Oui, je confonds avec un. Ouais, les années 95, exact. Et dans le boulot, dans les aspects professionnels, tu nous as parlé de Guy Savoy tout à l'heure. Ouais, Guy Savoy, ça restera mon number one. Guy Savoy, c'est quelqu'un avec qui j'ai appris la discipline, le goût de l'effort, le goût du bon. Quelqu'un qui m'a fait connaître. Moi, je suis des 10 parents d'immigrés, donc la culture, la gastronomie française, je la connaissais pas. Donc, j'ai découvert la gastronomie française, ça m'a ouvert les portes du vin, et surtout, j'ai accédé à des gens auxquels j'aurais pas accédé dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai servi des hommes politiques, des stars, des multi-entrepreneurs, multimillionnaires, qui m'ont aussi parfois aidé, qui m'ont tendu la main. Donc, Guy Savoy, c'est une belle figure. Puis il y a le côté paternel, réconfortant. Il avait un beau management, il avait des belles phrases. Et pour moi, c'est pas une figure de sport, mais c'est une figure de motivation. Ouais. Et justement, par rapport à ce que tu disais, tes origines, etc. Au début du podcast, tu nous as parlé de Dounia, mais aussi de Roman. Alors, c'est peut-être pas politiquement correct, mais quand on s'appelle Dounia, c'est plus compliqué d'entreprendre. Ouais, je pense. Je suis convaincue que déjà, quand on s'appelle Dounia, c'est difficile d'avoir les postes auxquels on souhaite postuler. Quand on s'appelle Dounia, c'est difficile d'accéder aux logements auxquels on souhaite accéder. Quand on s'appelle Dounia, c'est difficile de séduire parfois les gens qu'on veut séduire, parce qu'il y a une étiquette qui est collée et je jette pas la pierre, mais c'est quand même au quotidien pas facile, ne serait-ce que pour des démarches administratives aussi. Et c'est vrai que quand je me suis dit ok, je me lance pour ma boîte, j'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté, quitte à, malheureusement, parce que tu mets quand même à l'écart une petite partie de toi-même, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en mode bipolaire, hein. Tu m'appelles Doun, mais dans 2 heures, je vais aller bosser, on va m'appeler Roman, quoi. Du coup, c'est vrai que tu mets une partie de côté, donc c'est pas facile. Il y a toute la question de l'histoire familiale, tout ça. Et puis, quand j'ai compris que c'était les règles du jeu, j'ai pris ça comme un jeu. Je fais OK. Jusqu'ici, j'ai rencontré pas mal de galères. Maintenant, c'est moi qui vais jouer avec les règles du jeu. Je m'appelais Roman. J'ai gardé Dounia en deuxième prénom, mais aujourd'hui, Roman, je l'ai choisi et je l'ai mis en première position. Donc, disons que quand je suis dans mon cercle de sécurité, on va m'appeler Doun ou Dounia, et quand on est dans le nouveau cercle, comme je le dis, ce sera Roman.
Et c'est vrai que ma réalité, c'est que ça m'a changé la vie. Pour mes Ah oui, levées de quand même. fonds, pour les levées de fonds, par exemple, on parle de levées de fonds quand on va chercher de l'argent autre que dans les banques pour faire de gros apports et voir grand sur l'entreprise. C'est des hommes blancs qui ont entre 50 et 60 ans, qui accompagnent des hommes en général, ils financent des hommes, ou ils financent des femmes blondes qui leur ressemblent, blondes 1m70, 60 kilos, toutes pimp. Voilà, moi je suis brune, je suis bouclée, je suis tatouée à 45%. J'ai un franc-parler, j'ai pas les codes, et je débarque avec un projet qui est hors norme. Donc tout ça, je pense que ça fait trop pour le commun des mortels, et j'ai voulu rentrer un peu dans les rangs d'une certaine façon. C'est intéressant. Là, on est parti sur un sujet un peu politique, mais faut pas se voiler la face. C'est quelque chose que pas mal de gens dans notre pays subissent. Donc c'est intéressant, je trouve qu'on en parle Ouais, bien sûr. et qu'on aborde le sujet. Moi, j'en parlais pas, et puis plus j'en parle, plus je me rends compte qu'en fait, y a beaucoup de gens qui changent de prénom. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc du coup, ça me réconforte, et puis je le vois différemment. Je dis juste que c'est les règles du jeu, voilà. Et puis quand tu sais jouer avec les règles du jeu, c'est cool. C'est-à-dire, Mais c'est ça. la vie, elle a une autre saveur, hein. Et puis à partir du moment où tu rentres dans un jeu, effectivement, soit tu acceptes les règles, soit tu joues pas. On y est. Et ça, voilà, j'étais trop en décalage sur trop de terrain pour que celui-là, je le laisse passer. Donc voilà, j'ai préféré, voilà. Et alors, sans vouloir jouer les bisounours, Ouais. pour en revenir au sport, à l'inverse, dans le monde du sport, on peut quand même affirmer, je sais pas si tu es d'accord avec moi, que s'appeler Dounia ou s'appeler Maurice ou Marcel ou Simone ou je ne sais trop quoi, ça ne pose pas de problème. On est bien d'accord qu'en sport, Dounia, c'est pas du tout un prénom qui est difficile à porter. Pas du tout. Oh, alors là, vraiment, c'est aucune différence, aucune. Si ce n'est, si je dois aller chercher la petite aiguille dans la botte de foin, quand les gens veulent t'encourager, c'est pas un prénom courant. Souvent, les gens veulent bien faire et ils prononcent son prénom. Allez Bruno, allez, plus qu'un tour, allez. Et là, quand ils doivent prononcer pour mon prénom, c'est allez Dou, allez madame, allez, tu vois. C'est juste ça. Mais sinon, non, ça pose aucun problème. Alors là, on est tous au même stade, quoi. C'est ça aussi qui est génial dans le sport. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Moi, ce que j'adore dans ce sport, dans la course à pied, mais dans d'autres sports, hein, mais la course à pied quand même, c'est particulier. Quand tu prends le départ, que t'es avec un short, si possible, qui soit à ta taille, mais là, du coup, tu t'adresses à Matt Curves quand t'es plus size. Que tu sois Dounia, que tu sois Maurice, que tu sois architecte, ouvrier ou médecin, sans tomber dans le côté bisounours, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire, je trouve, dans le sport, et que hélas, on n'arrive pas à transcrire dans notre société. On est tous pareils. Ouais. C'est peut-être aussi ce qui fait la force de ce sport, c'est que si tu veux être pilote de Formule 1, ça va être compliqué. Par contre, si tu veux prendre le départ du marathon de La Rochelle, Ouais. il n'y a pas de différence. Il y a presque pas de différence. Là où nous, les femmes, c'est vrai qu'on a une petite longueur d'avance, c'est que on a plus d'encouragement des foules, ça fait quand même plaisir. C'est la seule petite diff. Ouais, si on doit gratter un peu, c'est la seule petite diff et c'est tant mieux. Ouais, c'est bien. Non, franchement, moi, j'en profite. Quand t'es une femme sur les courses, c'est très agréable. Alors, Dounia, Oui. Romane, Oui, Bruno. je t'ai posé plein de questions. Et pour avoir été quelques fois à ta place, il y a toujours des questions auxquelles j'aimerais qu'on me pose, mais qu'on me pose pas. Donc moi, j'aimerais que tu poses la question qu'on t'a jamais posée et que tu voudrais qu'on te pose. Et du coup, je te la pose. Ok, mais seulement si tu réponds aussi, du coup. Pourquoi pas? D'accord, ok, j'accepte le jeu. Allez, moi, je te demanderais, qu'est-ce que le sport a guéri en toi? Qu'est-ce que le sport a guéri en moi? Le sport a guéri en moi ce besoin irrépressible de bouger, je dirais. Le petit Bruno qui était à l'école maternelle et qui tenait pas sur les bancs de l'école, qui n'arrivait pas à rester assis, qui bougeait tout le temps. Je pense que ça m'a guéri de ça. Ça m'a permis de bouger, de remuer ce besoin. Alors à l'époque on parlait pas d'hyperactivité, mais ça y ressemblait bien quand même. Donc ça m'a guéri de ces maîtres d'école bienveillants qui m'ont fait faire du sport, mais aussi de ces maîtres d'école un peu moins bienveillants qui me tiraient les oreilles et qui ne supportaient pas que je sois toujours en train de bouger. Le sport, je pense que ça m'a guéri, ça m'a peut-être même sauvé aussi.
de toute cette personne, de tout cet enfant différent que j'étais par rapport à tous les autres. Et encore maintenant, je pense que ça m'aide. C'est ça, cette question que tu voudrais que je te pose. De quoi le sport t'a-t-il guéri? Ouais, parce que souvent on me demande pourquoi tu cours. Et je trouve que finalement, elle veut dire un peu la même chose que qu'est-ce que le sport a guéri chez toi, mais je la trouve plus intrusive, le pourquoi tu cours, tu vois. Mais je suis d'accord. Moi, on me l'a posé des milliers de Pourquoi fois. tu cours, c'est comme ça veut dire quoi tes tatouages. Tu vois, pour moi, c'est je me sens vraiment, j'ai l'impression qu'on rentre dans mon intimité et je suis pas à l'aise. Alors que si je pose qu'est-ce qu'elle a guéri, c'est qu'il y a un côté bienveillant, on veut un peu creuser, on veut comprendre ce qu'il y a derrière. Et moi, ça m'a guéri de l'isolement parce que j'ai rencontré plein de monde. Aujourd'hui, la plupart de mes amis sont des gens que j'ai rencontrés dans le sport. Ça a guéri des traumatismes, de drames personnels aussi que j'ai eu. Donc du coup, ça a été salvateur et ça a guéri du syndrome de l'imposteur. Donc je trouve que et puis c'est gratuit. Donc au-delà d'une thérapie, je trouve que le sport c'est thérapeutique. Sport, c'est un médicament. Ouais, ça transforme, ça transcende, ça transforme, ça. Ouais, c'est à vivre sans modération. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que on m'a posé souvent cette question et après quoi on court? Après quoi on court, nous? Voilà, qu'est-ce qu'on, je suis assez d'accord avec ça, le fait que de se poser la question pourquoi est-ce que tu cours? Pourquoi est-ce que t'as besoin de guérir quelque chose? Moi, comme on me l'a posé souvent, j'avais toujours cette, alors je sais pas si c'est une pirouette, mais je disais aux gens, ben pourquoi tu manges? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu respires? Ben moi, je cours comme je dors, comme je mange, comme je respire. C'est un besoin vital que j'ai et je me pose même pas la question de savoir pourquoi je cours. Peut-être que je devrais me la poser parce que je guérirais peut-être des choses, mais je cours parce que c'est un besoin vital. Alors ça, c'était ma pirouette et c'était ma phrase type pour répondre à cette question qu'on me posait. Moi, j'en ai une aussi pour aller plus loin à chaque fois parce que je me dis, écoute, si on me pose la question, c'est qu'on a envie de connaître profondément la réponse. Et à chaque fois, je dis, c'est parce que j'ai l'impression d'être en retard. Et si la personne en face tilt et me dit, mais en retard sur quoi? Bah là, je peux défiler sur, en retard sur mes rêves, en retard sur mon rapport au travail. Enfin, tu vois, je peux dévier sur plein de choses. Donc, je tends la perche. C'est moi qui tends la perche une deuxième fois. Si la personne la prend, bah, on rentre en connexion. Et si elle la prend pas, bah, elle reste sur sa faim. C'est une bonne stratégie, effectivement. Tu cours comme le lapin c'est quoi? Non, c'est pas Walt Disney, c'est Alice au pays des merveilles. C'est ça, voilà. On va terminer, et c'est toi d'ailleurs qui va clore, hein. C'est toi Ouais. qui terminera cet entretien. Donc je te remercie déjà par avance puisque c'est toi qui va clore. Donc je ne reviendrai pas sur ce que tu vas dire. Merci pour cette première. Mais ouais, merci à toi, c'est cool. Tu es la marraine du podcast. Tu seras à jamais la première. T'as pas trop transpiré, donc c'est bien. Non, ça va. Ça a été. Après, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que bon, j'espère qu'on a été bon, j'espère que ça a plu, j'espère que il y a plein de gens qui ont appris des tas de choses. C'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est que ça, c'est mon côté un peu pédago, quoi. J'aime bien que les gens s'inspirent, apprennent et qu'on leur ait fait passer des messages, qu'on leur ait donné de l'espoir, qu'on leur ait donné des idées, que nous aussi à notre tour on ait planté des petites graines. Si on a réussi à faire ça, ce podcast il sera réussi. Au-delà du fait que c'est toujours super cool et un plaisir de parler avec toi. Donc voilà, donc c'était cool. Je suis content. J'espère qu'il y aura plein d'autres épisodes et que comme tu le disais, grâce à ce podcast, on va rencontrer des gens et on va continuer à être dans le partage, dans la communauté, dans la rencontre, et ça c'est génial. Donc on termine par cette question. C'est pas la question qui tue, mais toi, c'est quoi ta figure de sport à toi? Ma figure de sport à moi, ce serait Steven Hart. On l'appelle le phoque. Le mec, il a traversé la Manche aller-retour. Je crois qu'il a mis 36-37 heures. C'est un gars qui doit faire 100 kilos, qui doit s'entraîner en eau glacée tous les matins. Il n'y a pas de caméra, il y a très peu de sponsors. Je crois même qu'il n'a pas de sponsor, qu'il fait ça tout seul. Il est dans l'ombre et il affronte le froid, les méduses. Enfin, la Manche, c'est pas un cadeau quand on y va. Et je trouve que son histoire, elle est vraiment belle parce qu'il fait ça pour lui, il fait ça pour le dépassement. Et moi, ça m'inspire beaucoup dans la difficulté et la résilience. Et c'est un objectif monstre qu'il va chercher.
Et je trouve ça vraiment fort. Je souhaite et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie par avance si vous me le faites savoir de la manière qui sera la plus pratique et la plus appropriée pour vous. Merci pour votre soutien. Il est important car ce podcast est porté par des énergies bénévoles. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Figures de sport, à la rencontre de personnes toujours aussi intéressantes et toujours plus inspirantes. À très bientôt.